Elle est revenue, elle est en forme, enfin presque. Oui, moi aussi. Si. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que vous étiez une petite mine. Non, elle a râlé un peu sur tout le monde. Je me suis réservée pour 17h. Je vais tout donner entre 17h et 18h. Bon, tout. Bon, par Jupiter, c'est parti. Allez, alors. allons-y. Merci Laetitia Gaillet. Salut les amis. Salut Charline, c'est qui l'invité? Vous vous souvenez à nos débuts? Philippe Val. Mais non, écoutez. Merci Elsa, on se retrouve demain pour Vous avez dit classique. Elsa Boublil. Mais oui, elle présentait l'émission juste avant nous. Maintenant, bim, elle est sur France Musique. Oh là, nous on est toujours là. Ouais, ça s'appelle Musique et moi. Elle fait le portrait de personnalités à travers leurs morceaux de musique classique. Mais elle vient pas pour ça quand même. Elle vient pour son premier roman, Le temps d'apprendre à vivre. Oh là là, et nous on est toujours ici. Mais c'est parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle. Bah oui, moi j'ai lu dans une interview à 15 ans, quand on lui demandait ce qu'elle voulait faire comme métier plus tard, elle répondait Frédéric Lodéon. C'est marrant ça, parce que moi je répondais Michel Drucker. Et moi Nicolas Hulot. Il y a encore un petit peu de chemin les amis là. Oh là, toi Guillaume, tu voulais faire quoi? Georges Marchais? Non, Albert Jacquard. C'est le coutel qui se fout de la charité. Ça. Là, on peut pas dire que tu sois tout à fait parvenu à son niveau de sagesse. Je suis pas très loin d'abord. Et toi Charline, en revanche, question sauver la planète, t'auras réussi à être aussi efficace que Nicolas Hulot? Je fais ce que je peux, j'ai arrêté les bouteilles en plastique déjà. Tous les jours je sauve des animaux marins. Vous remarquez quand même le plus proche de son modèle, c'est moi. Moi je me vois déjà en 2050. Et ce soir, sur France Télévisions, Radio France, chaîne publique, c'est Kiffe ton dimanche avec Alex Vizorek sur mon canapé. Oui. Alors, tu sais, dans le fond, tu sais ce que je voudrais faire plus tard comme métier? Non. Elsa Boublil. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la Start-up émission qui lance la perquisition de l'actualité avec le mandat de la blague. Et voici les 3 informations qui nous serviront de pièce à conviction. Qu'est-ce qui rassemble encore les Français aujourd'hui? Mais d'abord, qu'est-ce qu'être français? Selon un sondage IFOP, ce serait avant tout être attaché aux valeurs de la République. Ouais. En fait, ce serait conceptuel d'être français, quoi. Vous savez ce qu'on dit, monsieur le commandant? Dans chaque Français, il y a un cochon qui sommeille. Les mouvements sociaux ont une bande originale, de Léo Ferré à Bella Ciao, en passant par Renaud. Pour l'instant, chez les Gilets jaunes, on a Cop Johnson et... Gilets jaunes, et Francis. Oui, merci Francis. Voilà. La bande son d'un mouvement social, c'est important. Ne désespérez pas, nous sommes là pour trouver une solution. Après la musique en streaming et les films en streaming, les livres sont désormais disponibles en streaming. Et moyennant une dizaine d'euros par mois, vous pourrez jouir d'un accès illimité à de gigantesques quantités de livres. Bon, c'est une bibliothèque, quoi, mais en ligne et c'est vertigineux. Oh, il paraît qu'il y en a des mille. Oh mon Dieu, mon Dieu. Lui, il fait dans la brève de flux. C'est l'assurance d'une connerie illimitée. Bonjour Alex Vizorek. Dites donc, vous êtes bien revenu, vous. Ça me fait plaisir. Content de vous revoir. Et on a quand même une belle équipe. Qui a tenu la boutique à 17h20. C'est un retour. Celle qui nous revient du Burkina Faso. Franchement, elle a bonne mine. Rukiata Ouedraogo, bonjour. Bonjour. De quoi on va parler? Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. Et j'ai bien des choses à vous dire. Dites donc, 17h30. Celui qui hier encore a cru que c'était le grand soir. Oui, et finalement... Non, c'est ça, j'avais pas bien suivi la fin, mais non. Pour la prochaine fois. D'accord. Guillaume Meurice, bonjour à tous. On va parler de travail, du coup, on se remet au travail. Je suis allé au rendez-vous des entrepreneurs pour leur parler d'embauche. Tous ceux qui parlent d'embauche, c'est de la débilité. Voilà, la débilité, c'est ma spécialité, donc on va y aller comme ça. Et à 17h47, pour qui c'est tous les soirs le grand soir, et c'est là que Johnny Walker est plus fort que Bakounine. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. De quoi on va parler? D'un premier roman. Passion premier roman. Et tiens, de qui? Voici celle qui va harmoniser notre open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes Elsa Boublil. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Elsa Boublil. Merci, je suis toute intimidée là. Oh écoutez, on est ravis de vous recevoir. Vous nous passiez l'antenne. Intimidée quand même. Vous nous passiez l'antenne sur France Inter juste avant nos débuts de Si tu écoutes, j'annule tout. Aujourd'hui, on vous retrouve sur France Musique chaque dimanche de 11h à 12h30 dans Musique et moi. J'ai vu que récemment vous aviez reçu Bernard Cazeneuve. Tout à fait. Il va bien? Il va bien, très bien. Il va bien la musique. Vous êtes poilé?
On s'est poilé. Réécoutez-la en podcast. Oui, vous pouvez la réécouter, bien sûr. Bien les... je sais pas si vous en avez parlé. Ouais, non, mais ça, c'est vrai. Ah. C'est vrai. C'est Et tout à les fait grenades juste. de désencerclement. C'est vraiment ces deux passions. Musique et moi, c'est donc l'émission d'Elsa Boubli qui vient nous voir en voisine de France Musique. Ouais, j'ai fait quelques dizaines de mètres. Exactement. Et vous publiez votre premier roman qui s'intitule Le temps d'apprendre à vivre, paru chez Plomb. Le roman démarre dans un grenier. Oui. Avec de vieilles photos, des documents, des lettres. Il y a Lila, la narratrice, qui raconte sa grand-mère tunisienne et puis sa tante Nicole, disparue trop jeune dans un accident de voiture. Aragon est très présent dans votre roman car il y a un lien avec un personnage. Vous faites allusion aussi à Elsa Triolet qui était avec Aragon. Tiens, Elsa Triolet, vous vous appelez Elsa. C'est marrant. C'est bizarre. Vous êtes d'origine juive tunisienne par votre père. Est-ce que c'est un petit peu ou beaucoup tiré de votre histoire familiale? En tout cas, est-ce que c'est là que vous avez puisé cette matière? On s'inspire toujours un petit peu du contexte. Il est vrai que ce contexte-là était un contexte, un terreau tout à fait propice à raconter des histoires, puisque déjà cette histoire de l'exode des Juifs de Tunisie, on en a peu parlé, et pourtant c'est un exode, et je l'ai toujours ressenti comme ça. Donc ça, c'était déjà une histoire à raconter. Puis après, chaque famille a son histoire. Et effectivement, la disparition prématurée d'une tante a aussi m'a inspirée. Mais après, c'est complètement un roman dans le sens où on part d'éléments concrets pour aller inventer les pièces manquantes, je dirais. Alors, effectivement, vous dites l'exode tunisien, on en a peu parlé, mais et surtout du côté des femmes. Vous avez choisi le destin de 3 femmes, on va y revenir. Cette histoire-là, du côté des femmes, est encore moins traitée. J'imagine, ça vous tenait à cœur d'aller combler ce manque? Oui, en tout cas, ce qui m'a intéressée et frappée dans cette histoire, c'est effectivement de voir le décalage entre ce que l'on est, ce que l'on pense être, la modernité qu'on croit incarner, et la réalité de la vie qui peut vous arrêter. Alors effectivement, on parle peu de l'exode des Juifs de Tunisie, on parle donc peu aussi de l'histoire de ces femmes qui... En plus, la Tunisie, c'est un pays particulier parce que les femmes, encore aujourd'hui, ont une place très particulière. Elles font partie au Maghreb des femmes qui existent, qui sont cultivées, qui sont allées à l'université. Enfin, la Tunisie est un pays assez intéressant en ce sens. Et effectivement, c'est néanmoins compliqué d'être une femme dans ce contexte-là. Et il y a ce paradoxe qui les habite. Et j'ai une de mes plus grandes amies qui est tunisienne musulmane, avec qui l'on parle beaucoup de cela, c'est cette émancipation qu'elle porte, et à la fois des barrières comme ça qui sont complètement invisibles et qui empêchent à ces femmes complètement d'accéder à leur liberté, ou alors à des prix et à des coûts terribles. Et des liens très forts entre elles aussi, de solidarité, d'entraide, de se chouchouter, ce côté très maternel. Alors il y a une figure de femme très libre, Nicole, qui meurt dans un accident de voiture. Il y a cette figure de femme traditionnelle, la grand-mère. Il y en a aussi l'une qui est politisée, l'autre qui ne l'est pas, ou beaucoup moins. Et puis il y a Lila, la petite fille, la nièce, qui porte en fait ces 2 héritages. Il y a ces 3 destins de femmes, 3 portraits de femmes de la même famille. Et voilà, il y a la traditionnelle, celle qui est très très libre, et puis celle qui elle essaye de faire la jonction entre les deux. Avec ça? Oui, qui essaye de faire qui essaye de faire la transmission, qui ne s'est pas passée entre Fleur et Nicole. Oui, ça c'est l'aspect tragique, je pense, de beaucoup de familles, de beaucoup de liens entre les mères et les filles. Je me place de ce côté-là parce que c'est peut-être un sujet que je connais mieux, mais c'est très compliqué de se dire que l'on s'aime, de se comprendre. Et c'est ça que je voulais aussi montrer, c'était raconter cette non-rencontre de personnes qui s'aiment et qui se passent à côté pour des histoires générationnelles, pour des histoires de comment est-ce que je vais supporter que ma fille réussisse là où moi j'ai pas réussi exactement comme je voulais réussir. Enfin, il y a des paradoxes qui sont complètement inhérents presque parfois à l'inconscient qui nous poussent parfois à stopper l'autre dans son élan peut-être par limite personnelle. Et c'est ça que j'avais envie de raconter. Ouais, c'était comment elles ne se sont pas rencontrées, et pourtant sans doute elles s'aimaient très fortement. Vous écrivez tout ce qu'elles ne se sont pas dit. Oui.
y compris Nicole qui regarde de loin son propre enterrement et qui décrit et qui parle d'outre-tombe. Oui, alors ça aussi, c'est ça qui est génial avec la fiction, c'est qu'on peut tout inventer, on peut tout réparer, on peut tout, c'est génial. Oui, j'ai l'impression qu'on... En tout cas, c'est vrai, le côté autobiographique, c'est cette disparition et l'impression du vide qu'a laissé cette tante en disparaissant et tout ce qui se dit après, tout ce qu'on raconte et qu'elle n'a sans doute pas entendu. Quand j'étais petite, je lisais Anne Frank, je l'ai lu 15 fois, 20 fois, c'était complètement obsessionnel. Et ce qui m'obsédait avec l'histoire d'Anne Frank, c'était pas tant ce qu'elle racontait que s'imaginer cette fille qui raconte à son journal tout bêtement au jour le jour sa vie et tout ce monde qui s'empresse de lire ce journal intime, qui n'est qu'un journal intime, qui est un témoignage. Et c'est ça que j'avais aussi envie de raconter, c'est comment on n'entend pas de son vivant, les gens ne trouvent pas les mots suffisants pour dire voilà, je t'aime, aie confiance, tout va bien. Voilà, des choses simples en fait. Et ces manques peuvent parfois conduire à des tragédies. Elsa Boublil, on vous aime, ayez confiance, tout va bien, Elsa. Les destins de Lila, Fleur et Nicole. Le temps d'apprendre à vivre, un très beau premier roman paru chez Plomb. Elsa est avec nous. Juliette Arnaud va y revenir tout à l'heure. Some of the work gets kind of hard, and this ain't no place to be if you plan on being a star. Let me tell you, it's always cool, and the boss don't mind sometimes if you act the fool at the car wash. Whoa, 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 talking about the car wash, yeah. Come on, y'all, and sing it for me. Car wash. Woo, woo, woo. Car wash, yeah. Well, those cars never seem to stop coming. Work and work. Keep those bags and machines humming. Work and work. My fingers to the bone. Work. If I can't wait till it's time to go home. Hey, get your car washed today. Fill up and you don't have to pay. Come on and give us a play. Get a wash right away. Come on, y'all, and sing it with me. Car wash. Sing it with feeling, y'all. Car wash, yeah. Whoa, 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 whoa. Those cars never seem to stop coming. What I say, keep those rags and machines humming. Let me tell you, it's always cool. And the boss don't mind sometimes if you act the fool at the car wash. Est-ce que, comme Juliette Arnaud, vous avez reconnu Rolls-Royce Car Wash sur France Inter. Lavage de voiture. Eh oui, vous écoutez Par Jupiter et c'est Elsa Boublil qui vient nous passer son temps avec nous. Elle est bien sûr sur France Musique chaque dimanche de 11h à 12h30 et elle publie son roman Le temps d'apprendre à vivre, paru chez Plomb. Et Juliette Arnaud en parlera. Guillaume Meurice est allé à nouveau à la rencontre des Français. Et Roukiata Ouedraogo a une thématique sérieuse aujourd'hui, il me semble. Thématique sérieuse également et de la plus haute importance. C'est maintenant. Je suis Jupiter. Tu l'as déjà dit. Le journal de presque 17h17. Mais vous ne m'avez pas écouté. Et on commence par les titres.
Un Français sur 10 croit au moins à cette théorie du complot. Oui, les 9 Français sur 10 restants ayant très certainement été influencés par le lobby reptilo-illuminati-bolchevique. Donald Trump annonce qu'il rencontrera Kim Jong-un fin février au Vietnam. Oui, je sais pas si c'est une bonne idée parce que la dernière fois que des Asiatiques et des Américains se sont rencontrés au Vietnam, ça s'est pas hyper bien passé. Est-ce qu'il y aura des brèves? Oui, 11 Français sur 10 réclament des brèves. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Commençons donc par une enquête qui nous touche très précisément, nous, celle de la Cour des comptes. Oui, elle souhaite que le temps de travail augmente à Radio France. Et ouais, mais j'arrête pas de lui dire à Manoukian, 15 minutes en moyenne pour écrire ta chronique, c'est que tu bosses pas assez, mon gars. Et avec ça, il trouve qu'il n'est pas assez payé. Voilà. Hein. Mais surtout, la Cour des comptes juge inquiétante la situation financière de nos radios publiques. Oui, mais ça, je pense, d'ici 8 années, ça devrait aller mieux. 8 ans. Qu'est-ce qui va se passer en 8 ans Départ à la retraite de Nagui. On est bien. Passons à la politique. Loi anti-casseurs. Marine Le Pen dénonce une atteinte à nos grandes libertés individuelles. Et c'est vrai qu'au cours de l'histoire, les membres du Front National ont toujours été très attachés à leur liberté d'aller casser du noir et de l'arabe dans les manifestations. Ça, c'est... International, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a été remis en liberté conditionnelle en Belgique. Voilà, alors après la bande de Salah Abdeslam, on va encore nous dire que la Belgique est un repère de dangereux criminels. Ah, les Français vont râler. Oui, si les Français râlent, on va leur dire que nous, au moins, on n'héberge pas des gens qui ont volé une Coupe du Monde. Un pays qui l'a mérité beaucoup plus. Exactement, tout à fait d'accord, je valide. C'est fini, Alex. États-Unis. Donald Trump veut éliminer le VIH aux États-Unis d'ici 10 ans. Ouais, il va construire des murs autour de tubs et ça va être très très difficile. Le pape François reconnaît... Blague de mur et blague de tub en même temps. Très belle performance d'Alex Vizorek. Vous remarquerez que sans transition, le pape François reconnaît que des sœurs ont été sexuellement agressées par des prêtres. Eh oui, la religion, c'est peut-être l'opium du peuple, mais j'ai surtout l'impression que c'est le GHB du clergé. Technologie à présent, 230 nouveaux emojis mettent en lumière les handicaps. Et c'est très sympa, elle va être très contente, Nadine Morano, d'avoir son emoji. People. Une deuxième vidéo. J'avais Christophe Castaner, je savais pas lequel des deux. Je me suis dit, J'avais Christophe Castaner sur ma fiche, moi. People, une deuxième vidéo publiée hier soir, charge un peu plus encore Gad Elmaleh et l'accuse d'avoir beaucoup plagié d'autres humoristes. Avec ça, j'espère qu'il va finir en garde à vue. Oui, mais comme ça au moins il me la pique pas. Vous voyez, c'est une technique que j'ai mis en point. People toujours, c'est officiel. Là, attendez, je sais jamais comment on dit en français. 91e cérémonie des Oscars se passera d'animateur. Oui, on n'avait pas vu des Oscars aussi amputés depuis Pistorius. Les brèves alors. Les brèves. Belgique, un homme disparu en 1999 a été retrouvé vivant 20 ans après au championnat d'Europe de cache-cache. Xavier Dupont de Ligonnès reste donc toujours le leader. Bravo à lui, bravo. Bravo à lui. Et la dernière ? Et la dernière aux États-Unis, un jeune homme a été tué par l'explosion de sa cigarette électronique, comme quoi le ridicule peut quand même parfois tuer. Merci Alex, nous voilà bien informés. Ça, c'est fait. Et je dirais c'est sur cette base solide que nous pouvons entamer le débat avec Elsa Boublil qui nous tient compagnie. Chaque année, l'IFOP publie le sondage qu'est-ce qu'être français ? Et chaque année, la première réponse qui en ressort, c'est l'attachement aux valeurs de la République. Liberté ? Oui. Égalité ? LOL. Fraternité XPTDR. Mais parmi les réponses, il y a aussi se sentir héritier de l'histoire de France, il y a aussi la gastronomie qui est citée, ou encore les grandes entreprises à l'international. Mais qui peut prétendre bien connaître les Français, enfin ? Mon cher Ludwig, vous connaissez mal les Français. Nous avons le complexe de la liberté, ça date de 89. Nous avons égorgé la moitié de l'Europe au nom de ce principe. Le but Napoléon a écrasé la Pologne. Nous ne supportons pas que quiconque le fasse à notre place. Nous aurions l'impression d'être frustrés. Un taxi pour Tobruk, de film de Denis de la Patelière, dialogue d'Audiard, bien sûr. Alors, Elsa Boublil, si vous vous avez posé cette question en micro-trottoir, par exemple, pour le Parisien aujourd'hui en France, qu'est-ce qu'être français ? Qu'est-ce que vous répondriez, vous ? Les Hollandais, je ne sais rien. Attendez, j'allais le dire. J'allais y venir. Les entreprises à l'international, ça m'éclate. Mais on est d'accord, il y a quelques surprises quand même. Il y a la laïcité. La plus grande surprise étant le succès des équipes sportives à 62%. C'est vrai. Enfin, voilà, c'est fini. Il y a des choses dans lesquelles vous vous reconnaissez et d'autres pas. Je peux voir votre petit... Bien sûr, je vous donne... Je n'ai pas lu le Parisien. Non, j'ai pas lu le Parisien. Prépare très bien l'émission. Ah, d'accord. Les valeurs de la République, par exemple. Les valeurs de la République, oui.
Oui, bah, si vous dites non, vous êtes mal. On ne peut pas dire non. Non, alors voilà. Non, c'est marrant la langue française comme première réponse. Bon, ça semble assez cohérent, alors que ça rassemble bien au-delà. Mais est-ce que c'est pas la question qui est con plutôt que les réponses? Oui, c'est vrai. Alors justement, la question est con, mais on l'a choisie pour Elsa Boublil. Ne le prenez pas mal. Hein. Ah bah là, il y a tout. Non, mais Elsa, raison de le prendre mal. Vraiment, c'est intéressant de vous demander ça parce que votre maman est hollandaise, votre papa juif tunisien. Français. Donc, cette question doit vous paraître encore plus con, non? Je sais pas. D'autant plus que, en fait, la question ne se pose pas. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, j'ai écrit ce roman pour ça, parce que moi, j'ai tout le temps embêté mon pauvre père avec cette question d'être français. Justement, et j'arrêtais pas de lui dire, moi je suis tunisienne. Mais non, tu n'es pas tunisienne, tu es française. Et hollandaise, notre mère a été tellement restée néerlandaise que voilà, c'était là. Mais la question d'être français quand vous avez grandi en France, que vous êtes éduqué avec les valeurs républicaines, eh bien voilà, on se sent français. Et c'est étonnant, d'ailleurs, c'est génial de se dire que, étant de parents étrangers, on arrive si vite à se sentir français. C'est étonnant, d'ailleurs. Ouais. Et vous pourriez imaginer vivre ailleurs Alors ça, c'est dingue, mais non. C'est affreux. J'ai essayé je me sens hyper bien à Amsterdam, je me sens hyper bien à Tunis, je me sens très bien à plein d'endroits, plein d'endroits aux États-Unis, à New York, j'adore. Et en fait, non, je pourrais pas vivre ailleurs que... Fiscalement, vous préférez vraiment les impôts? Fiscalement, j'adore ici. J'adore ici. Est-ce que vous vous sentez un peu hollandaise de votre maman? Qu'est-ce que vous avez? Vous spreek Vlaams, enfin Nederlands, précis. Mais non, je me sens très néerlandaise. Alors mes enfants encore plus que moi. Non, pas encore plus que moi, mais c'est c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on se sent plein de choses à la fois. Et je me sens enfant, enfin très longtemps, je me suis pas sentie complètement française pour le côté dans les rapports sociaux. Je suis très directe, très franche, j'ai pas tout à fait les codes français. Et donc voilà, je me sens beaucoup plus hollandaise, mais avec mes cousins, ça marche très bien de ce côté-là. On se parle très facilement. Donc je me sens très tunisienne. Je dis tunisienne parce qu'avec ma copine tunisienne, c'est souvent ce qu'on se dit. Je me sens très hollandaise et je me sens très française. Voilà. Quel beau mélange. C'est bizarre. Une réaction autour de cette table. Ouais, bon, on s'approche pas de quelqu'un qui sent et hollandaise et tunisienne. Oui, et française. je pense que ça. Juste avec la langue, Alex, s'il vous plaît, avec la langue. In het Nederlands. Oui, il parle bien. Oui, alors mais, se reconnaître dans la langue française, c'est vrai que la langue nous soude, mais la langue, c'est tellement au-delà de la France. Moi, c'est ça qui m'a un petit peu interpellée, de se sentir français parce qu'on parle français, enfin, c'est se sentir francophone plutôt. Oui, et à la fois, je lisais un bouquin à mon fils hier sur la langue, justement, et on s'apercevait qu'il n'y a pas si longtemps, il y a plus de 50 ans, donc il y a moins d'un siècle en tout cas, tout le monde ne parlait pas le français, on parlait le patois. Et le français, c'est une langue qui s'est développée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc peut-être que c'est ça aussi. Mais la langue française, c'est la question. Pour chacun des éléments suivants, diriez-vous qu'il joue un rôle important pour rassembler les Français? C'est là où les gens y répondent, la langue française. Oui, ça rassemble. On voit bien que ça rassemble. On voit bien dans les slogans que ça rassemble vachement bien. Il faut bien faire des articles pour le Parisien, sinon qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Puis il faut l'IFOP, il faut qu'il fasse ses petits sondages, sinon comment il paye ses employés? Voilà. Surtout qu'en plus, il devait y avoir une liste, donc il y a juste à cocher. Non, j'aime pas. Non, on n'aime pas ce sujet. C'est non. Pour nous, mais on voulait entendre parler Elsa Boublil de toutes ces identités, de ces richesses culturelles. Il est 17h30 sur France Inter, richesse culturelle encore, car c'est la chronique et le grand retour de notre rookie, Roukiata Ouedraogo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas venue pour vous parler de ma famille, mais de Zézette. De boutons de rose, de cheminée, de ziguigui, de portefeuille à moustache, de pachol, de minou, de millefeuille, de berlingot. Enfin bon, vous l'avez compris, hein, je suis venue vous parler de foufouna. Enfin, de vagin. Pourquoi aujourd'hui, me demanderez-vous? Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Les quoi? Les mutilations génitales féminines. Mais c'est quoi cette horreur? Tenez par exemple, le mois dernier, un homme a été condamné pour avoir tenté de coudre le vagin de sa femme parce qu'elle refusait de coucher avec lui. Le type s'est dit, puisqu'elle ne veut pas coucher avec moi, elle ne couchera plus avec personne. Comme disait mon tonton Théophraste, tonton, il n'a rien dit. Non, il n'a rien dit sur ce cas, car ce type ne s'appelait pas Mamadou et il ne vivait pas à Ouagadougou ou à Bamako. Il s'appelait
François et il vit dans le nord de la France. Tonton Théophras, ça lui a cloué le bec car il pensait que les mutilations génitales, c'est un truc d'Africain qui n'existe pas en France. Mais savez-vous qu'en France, les médecins ont pratiqué l'excision jusqu'au début du XXe siècle pour soigner les femmes de l'hystérie et de l'hypersexualité. De l'hypersexualité, tu t'imagines ma soeur? Bon, c'est vrai que nous, les Africains, nous sommes les champions. Dans le monde, 3 millions de filles sont exposées aux mutilations génitales chaque année. Et elles sont quasiment toutes africaines. J'imagine que pour certains, c'est une fierté de se dire que il est un domaine où l'Afrique bat tous les autres continents à plate couture. Et quand on parle de couture, il faut être précis. D'ordinaire, quand on pense aux mutilations génitales en Afrique, on se fait une représentation plus ou moins claire de l'excision. L'excision, c'est l'ablation de la partie externe prépondérante du clitoris et des petites lèvres, et parfois des grandes lèvres aussi. Tant qu'on y est, autant travailler proprement et tout retirer. Mais pour revenir à la couture, il y a mieux que l'excision. Il y a l'infibulation, sorte de cerise sur le gâteau qui consiste à tout racler et à coudre le vagin. Mais attention, on laisse un petit trou pour que la petite fille puisse aller faire pipi. On n'est pas des sauvages non plus. Et ensuite, quand la petite fille grandit, enfin, disons, quand elle est en âge de se marier, ce n'est pas exactement la même chose. On l'a mariée. On n'a pas de temps à perdre. Ce n'est quand même pas aux parents d'envoyer les enfants à l'école. Leur mari peut s'en charger. Ils n'ont que ça à foutre, non? Et pendant la nuit de noces et les suivantes, l'époux découle le sexe de sa femme pour pouvoir copuler avec elle jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Et là, hop, on la recoue jusqu'à ce qu'elle accouche. Il ne faudrait pas qu'elle soit tentée d'aller copuler ailleurs. Et bien, il est bien connu que les femmes sont inconstantes et toujours inclines à titiller la libido de l'innocent voisin qui n'en demandait pas tant. Le pauvre. Salam! Oh, excusez-moi, je m'égare. J'en vois là-bas dans le fond qui font remarquer que celles qui pratiquent les mutilations sont en général des femmes. Et c'est bien la preuve que les gonzesses ont bien compris l'avantage qu'elles ont à se mutiler ainsi de grand-mère en petite fille. Sinon, elles ne le feraient pas. Et c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, on ne le souligne pas assez, mais les exciseuses sont diplômées des meilleures écoles de médecine. Elles officient dans des établissements spécialisés ultramodernes avec du matériel médical de pointe. Et les règles d'hygiène et de stérilisation sont naturellement respectées scrupuleusement. Bon, d'ailleurs, on demande toujours aux petites filles d'évaluer la douleur qu'elles ressentent sur une échelle de 1 à 10. Non, je blague. Vous pouvez retourner ce que je viens de dire comme un gant. Les exciseuses sont des femmes incultes qui croient qu'en mutilant des petites filles, elles les purifient. Elles ne les purifient de rien du tout. Au contraire, elles les infectent avec les vieux couteaux sales et mal aiguisés. Elles croient qu'infliger douleur, humiliation et incompréhension à des petites filles offrira à celles-ci de meilleures chances de trouver un mari plus tard. Non, parce qu'il est bien là, le problème. C'est de ça qu'on parle et rien d'autre. Les maris veulent des femmes dont l'esprit et la sexualité ont été brisés, matés. Ils veulent des femmes soumises. Ils ont peur, les pauvres chéris, qu'une femme puisse jouir. Car une femme qui jouit, c'est incontrôlable. Une femme maîtresse de sa sexualité, c'est le diable incarné, la ruine des familles, le malheur dans les foyers. Les mutilations faites aux femmes ne sont rien d'autre que l'expression, la lâcheté des hommes, qui sont si peu sûrs de leur propre sexualité qu'ils veulent à tout prix diminuer celle des femmes. Bon voilà, c'était mon coup de cœur d'aujourd'hui, mon coup de gueule, pardon, d'aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous promets, je vous raconterai un truc drôle avec mon tonton Théophras. Merci Roukiata Ouedraogo. Et d'ailleurs, c'est un thème que vous abordez dans votre très beau spectacle, que je recommande chaudement, qui est très drôle, et vous abordez d'ailleurs ce sujet avec beaucoup de poésie et de drôlerie aussi. Je demande la route et vous jouez ce soir, comme tous les mercredis, au Théâtre de l'Œuvre. Et puis vous serez le 8 février à Sénas. Sénas, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Allez-y, si vous êtes dans le coin, début février, au Théâtre de l'Éden. Merci Roukiata Ouedraogo.
Roman Le temps d'apprendre à vivre. Vous êtes venu nous voir en voisine de chez France Musique. Oui, Elsa. je suis venue avec des disques, avec du chocolat, avec quoi comme des disque autocollants. C'est Offenbach, voilà, parce que nous on a bien sûr des partenariats. J'en ai pris que 4. J'ai vu qu'on est vraiment très nombreux aujourd'hui, donc vous allez vous les arracher évidemment. Peut-être les plus méritants à la fin. Voilà, on verra. Et pourquoi ce CD d'Offenbach? Parce que vous n'aimez pas Offenbach? Ah si, bien sûr. Édité par France Musique. Oui, voilà, c'est ça. C'est Jody DeVos et puis ça marche bien. C'est bien ça. Et les Belges. Bah oui. Eh bien voilà, comme ça nos auditeurs, parce qu'on aime bien rester entre Belges. Alors, lui c'est la Franche-Comté. Ça vous ennuie pas, c'est Guillaume Meurice. C'est pas très loin de la Belgique. Ouais. Moi je vais vous parler emploi aujourd'hui parce que c'est le grand rendez-vous des entrepreneurs au Palais des Congrès. #youpi, #la teuf au patronat. Vous n'y étiez pas d'ailleurs, Charline et Alex? Et on avait vraiment des patrons de merde dans cette émission. Bref, alors c'est l'équivalent de la Gay Pride, mais pour les patrons. Voilà, les Village People sont remplacés par du Florent Pagny et les plumes dans le cul par les droits sociaux dans le cul aussi, vous voyez, c'est presque pareil. Et moi, je voulais faire un petit point avec les patrons sur la loi travail qui a été dévoilée il y a 2 ans. Bon anniversaire, hein. On pense à Myriam El Khomri, bien sûr. Vous vous souvenez, Myriam El Khomri? Non. Mélange de Rosa Luxembourg et de Judas. On voit les effets de cette loi aujourd'hui. Et dis donc, quel succès, hein. Quel succès. Tout va mieux pour les patrons et les salariés. Je sais, c'est les patrons qui me l'ont dit ce matin. Alors avant, on croyait que c'était pour trouver un logement ou avoir un crédit qu'il fallait un CDI. Mais non, ça, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est un faux problème. Aujourd'hui, quand vous regardez la nouvelle génération, elle n'est plus du tout dans une logique de recherche à tout prix d'un contrat à durée indéterminée. Elle est dans une logique de projet. On fonctionne en mode projet. Hein. Ça va durer X mois, X années. Après, chacun reprend sa liberté. Reprendre sa liberté, pour ceux qui sont virés, c'est... Si ça arrive, c'est qu'il y a un problème dans le contrat de départ. Voilà, c'est ça que les gens veulent pas bien piger. Ils n'ont pas bien lu le contrat de départ. Et le contrat du départ, même. Alors, à la place d'emploi, il fallait lire projet. Ça, c'est classe. D'accord? À la place de protection, liberté. Voyez? C'est beau, on dirait du Christine and the Queens, quoi. J'ai l'impression qu'on pourrait faire une chanson avec ça. Et pour bien muscler les abdos fessiers de l'économie, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère, il faut donner de la souplesse aux chefs d'entreprise parce que... Qu'est-ce que vous appelez de la souplesse? C'est-à-dire compléter son équipe, réduire son équipe. Ça veut dire qu'il peut licencier quand il veut? Non, mais il y a de la flexibilité. Voilà, souplesse, flexibilité. Hop, on y va, vous avez compris, on le fait tous ensemble. Souplesse, flexibilité. On souffle, regardez bien le salarié dans les yeux, bras tendus, majeur tendu, on y est. Et on recommence et on reprend. Hein, c'est pas compliqué, ça fait du bien, ça libère, ça détend le périnée. Et on arrête d'avoir peur. Attendez, vous avez peur du licenciement? Vous préférez que la boîte ferme et qu'elle licencie tout le monde plutôt que d'être souple et élastique? Faut savoir. Vous savez, là, vu comme ça, oui, c'est sûr, oui. Il faut s'adapter constamment, le monde bouge. Avec vous ou contre vous. Mais est-ce qu'il n'y a pas des salariés là qui ont peur du licenciement? S'il est formé, s'il est compétent et costaud, il n'aura pas peur. Et voilà, compétent, costaud, on n'a pas peur là, que je vous vois pas couiner dans vos manifs de pauvres. On redresse la tête comme ça droit devant, on n'a pas peur de l'échec. L'échec, on les fout à la banque. Ah, punchline de Wheeler, de Dieu. Drop the stock options. Allez hop là. Ça c'est la France qui gagne. La France des entrepreneurs qui ont des théories. J'ai une théorie toute simple. Ah, ça m'intéresse. Les théories simples, ça m'intéresse. Quand vous allez dans une salle de classe, ouais. Il y a des bons et des mauvais élèves. Ouais. Qu'est-ce que font les mauvais élèves? Ils copient sur les bons. Il y a des bons élèves en Europe, la Suisse, les pays baltes. Donc c'est simple. Et il suffit de se rapprocher des meilleurs, c'est tout. Donc il faudrait copier la Suisse. Exactement. On vire 90% des fonctionnaires et on fait comme la Suisse. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on aime les théories simples. On pige bien, on pige bien tout de suite. Voilà le travail, quoi. Enfin, voilà le chômage, hein, si j'ose dire. Parce qu'il reste quand même un petit paradoxe. Mais alors pour réduire le chômage, vous préconisez de virer des fonctionnaires? Ah bien sûr. Bien sûr. Mais ça va pas créer du chômage justement de virer des fonctionnaires? Mais non, c'est... Ils font notre boulot. Par exemple, pour vous, il faudrait moins de CRS? Non mais ça c'est un truc... Je connais pas ce sujet-là. C'est un autre sujet. On verra plus tard. On n'est pas aux pièces, on sait qu'on va les virer. On verra bien. Voilà, il y a plein de fonctionnaires, même dans le service public à France Musique. Il y a des gens à virer, quoi. Est-ce qu'on doit garder une station? Est-ce qu'on doit garder une station pour les vieux alors qu'ils n'ont plus les moyens de se payer un sonotone? Voilà, c'est peut-être du gâchis. Non, mais il est l'heure d'ouvrir un grand débat. Il va pas recevoir Offenbach. Non, il va pas avoir Offenbach. Et puis je l'inviterai pas dans Musique et moi non plus. Voilà. Mais c'est une question à se poser pour le grand débat. J'ai pas la réponse. Voilà. Et parler, surtout, c'est important, de ces entrepreneurs pris à la gorge. L'URSSAF est venue chez moi. Elle m'a piqué 42 000 €. J'ai licencié 3 personnes. Ah, mais c'est peut-être parce que vous aviez pas payé l'URSSAF avant. Non, mais c'est... Vous ne...
c'est pas binaire, hein. C'est pas blanc et noir. Hein. Et nous, on connaît toutes les lois, c'est pas possible. Ils en pondent tous les jours. Donc vous saviez pas qu'il fallait payer l'URSSAF, quoi. Il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'il fallait surtout pas demander de l'argent à l'État. Bah non, parce que là, visiblement, l'État, il s'est dit, bon, je vais d'abord regarder si vous êtes à jour. Et puis, bah non, hein, visiblement, le monsieur, il avait pris Thomas Thévenoud comme comptable, c'est vraiment pas de bol. Mais plutôt, voilà, ras-le-bol, la France, de toute façon, le monsieur, il voudrait partir. Je voulais habiter au Portugal. Ah. Pas d'impôt pendant 10 ans. Pourquoi vous n'êtes pas allé alors? Parce que ma femme veut pas. Ah. Ah oui, elle me couchait à ma femme. Hein. Vous lui en voulez? Non. Il y a encore un peu d'espoir, alors l'amour est plus fort que l'argent. Oh, je sais pas si c'est l'amour, c'est l'habitude. Hein. La classe, je dirais la grande classe, hein, ce qu'on appelle la classe sociale. Et la casse sociale contre laquelle le gouvernement n'a toujours pas prévu de loi anti-casseurs. Guillaume Meurice, merci, encore un grand moment. Non, mais en fait, c'est ça être français, c'est partir vivre au Portugal. C'est ça. Voilà. Et voilà, on en revient à notre débat du début de cette émission. Elsa Boublil avec nous. On va aborder cet autre sujet. Dans les cortèges et les manifs, il y a les slogans sur les pancartes, il y a les sandwichs et il y a la musique. Les luttes sociales ont donné naissance à des hymnes pour chauffer les troupes et permettre aux militants de se sentir à l'unisson. Mais sur l'hymne des Gilets jaunes, et je ne vous parle même pas de Francis Lalanne, on est perplexe. Voici en quelque sorte le Bella Ciao du pouvoir d'achat, la musique la plus partagée pour les Gilets jaunes. Gilets jaunes, gilets jaunes, comment les gilets jaunes, faut danser petit. Gilets jaunes, pas gilets jaunes, comment les gilets jaunes. Vous êtes bien sur France Musique. Gilets jaunes. Comme Johnson, il s'appelle. Oui, ça marche très très bien. Vous avez envie de venir sur France Musique. Mais oui, c'est une frustration. Hein. Alors, c'est pas du Offenbach, mais on se débrouille, madame. Les mouvements sociaux, ils travaillent les symboles. Et donc, c'est important d'avoir un hymne pour le mouvement social. On a choisi ce sujet parce que vous avez beaucoup travaillé la question du lien entre le jazz et les mouvements sociaux. Oui. Donc, le lien entre la musique et le mouvement social, le fait que peut-être que chez les Gilets jaunes, il n'y a pas encore vraiment de... Enfin, si, il y a Cobb Johnson, mais c'est important d'avoir son... Non, en fait, ce qui était intéressant, c'était ce qui m'a passionné en fait dans cette histoire, c'est de s'apercevoir que la musique a un peu précédé les mouvements et que au fond, ça a commencé avec la musique. Le jazz a permis, d'une certaine manière, le fait que les Noirs américains puissent aller sur scène et qu'ils détournent ce qu'on attendait d'eux en produisant une musique différente de ce qui était complètement attendu, programmé, etc. Ces jolis Noirs qui se produisaient sur scène, c'est quand même tellement joli. Et donc, ils ont commencé à détourner les attentes et en détournant les attentes, se sont rendus compte qu'ils avaient leur langage à eux et que par ce langage-là, ils pouvaient commencer à revendiquer. Et c'est ça qui m'a complètement Cobb passionnée. Johnson, il s'est dit, je vais détourner l'attente des Gilets jaunes, je vais aller sur un zouk. Personne n'attend les Gilets jaunes dessus. Et vous avez parlé de précéder, parce qu'ici, dans notre exemple, on a le mouvement social qui a inspiré un artiste. Ouais. Oui, c'est une belle chanson quand même. On ne jugera pas la qualité, c'est pas le sujet. Oui, maintenant ça se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on admet qu'il y a un lien entre les mouvements sociaux et une chanson ou un hymne, on se dit que maintenant chaque mouvement social doit avoir sa chanson, sa petite chansonnette. Il y a de la playlist quand même. Bon, déjà quand il y a grève sur France Inter, il y a de la playlist. Oui. De grève, on appelle ça la playlist de grève. Dans les manifs, il y a de la playlist aussi, ouais. Bah bien sûr, il y a Alexis attendez, c'est pas Alexis HK. HK et les Saltimbanques. Ah, c'est HK et les Saltimbanques. Mais il y a Alexis HK et les Saltimbanques peut-être. Ouais, non, c'est HK et les Saltimbanques, je confondais. On entend Renaud, on entend Antisocial. Ouais, exactement. On entend un peu de Ferré quand il y a des gars qui sont pas Ferré encore. Oui, quand ils sont pas si jeunes. Ah oui, ils sont pas si jeunes. En fin de manif à côté du truc à saucisses. Ouais, là où il y a la soupe. Là où il y a la fumée. Ouais, c'est vrai. Mais comment vous était venue cette idée de traiter le lien entre le jazz et les mouvements sociaux? C'est venu un peu avant que je réfléchisse. Mais j'ai fait pas mal de musique, j'écoutais énormément de jazz, j'ai fait beaucoup de musique classique avant de mettre jazz. Et en fait, j'adorais le jazz et je me suis rendu compte un jour que j'adorais le jazz noir. Parce qu'il n'y a pas que du jazz noir, mais bon. Et en plus, il y avait une opposition féroce pendant un temps entre le jazz noir et le jazz blanc. Et
voilà, arrive le moment d'écrire un mémoire et je me suis dit, j'étais passionnée aussi par Faulkner, vous allez me demander le lien. En tout cas, il y a ces histoires de racisme qui m'obsédaient vraiment et j'ai pondu ça comme ça. Et une fois que j'ai commencé à l'écrire, je me suis rendu compte que c'était pas un sujet complètement idiot. Et ça a été, voilà. Donc on attend de voir si cela inspire d'autres artistes et on l'espère vraiment chaleureusement. Il y a la place, il y a la place pour les créateurs. Il y a un boulevard de Bastille-Nation, c'est sûr. Juliette Arnaud, revenons-en au roman d'Elsa Boublil. Alors ici, dans Par Jupiter, nous avons une spécialiste versée dans l'art de faire parler les morts, Christine Gonzalez, plus précisément de les faire répondre les morts à des questions que personne ne leur a posées de leur vivant, quand Guillaume, lui, pose aux vivants des questions auxquelles ils vont regretter d'avoir répondu jusqu'à leur mort. Dans la vraie vie, c'est un exercice gênant de faire parler les morts, voire insupportable, même dangereux. Type, ouais, aime un papy, mais plus que toi. Toi, quand t'étais pas là, il t'appelait mouche à bœuf. Bon, ça, c'est complètement dégueulasse. On ne peut pas le prouver, tout ça. Après, on t'appelle mouche à bœuf toute ta vie, c'est pas cool. Et il y a aussi le cas de la jurisprudence François Fillon. Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen. Et là, on a un cas typique de vengeance d'outre-tombe. Sauf que la littérature, elle a le droit de faire parler les morts. Elle a même le devoir. Essayer de comprendre le monde, devoir numéro 1 de la littérature, devoir numéro 2, pratiquer le refus de l'absence irréversible avec des exemples mythiques. Le livre de ma mère d'Albert Cohen, Sido de Colette et les poèmes de Hugo pour Léopoldine. Avec ce livre, le vôtre, Elsa, on y est en plein. On le sait quand on trouve l'interrogation suivante. A-t-on le droit de dire, même quand on est mort, qu'on aime encore? C'est un des personnages qui s'interroge de la sorte, Nicole. Nicole, le jour même de son enterrement. Nicole pratiquant alors notre fantasme préféré, à nous, être mort mais pas mort, puisqu'on voit ce qui arrive après notre mort. Nous, pauvres humains, en fait, on peut pas, c'est pour ça que c'est un fantasme, c'est réservé aux créatures extranaturelles, type Jésus. Ah si, il était là, il a vu, Jésus. Nicole, elle est morte et elle parle. Et si Elsa Boublil vous la faites parler, c'est que sa nièce, Lila, la narratrice, en a besoin. Elle a besoin de comprendre, Lila, la trajectoire de cette femme morte avant que d'avoir vécu, presque, puisque Nicole n'avait pas 30 ans. Nicole qui vivait une histoire d'amour cachée, mais intense, le propre des histoires cachées, avec un éditeur, Claude, qui est son bel amour, son cher amour, sa déchirure. Oui. Indice. Nicole est monteuse de cinéma, heureusement. Elle dit, en salle de montage au moins, je compose des histoires qui acceptent d'exister, si farfelues soient-elles. Lila, la narratrice, qui n'est pas à un sacrilège près, ressuscite également les confidences que lui a faites Fleur, sa grand-mère, lorsqu'elle était un bébé dans ses langes. Fleur, le personnage central de cette famille juive tunisienne, qui elle aussi, même vivante, n'était, mais pour d'autres raisons, plus vraiment là. Et je vous cite, « Après notre arrivée à Paris, je n'ai plus jamais vu ma mère heureuse, la femme de tête, la mondaine de Tunis, la belle courtisée qui ne sortait jamais en ville sans écan blanc, s'est quelque peu éteinte. Fleur, Nicole, une mère et sa fille, deux générations très différentes, la mère traditionnelle, la fille qui milite pour les droits des femmes, mais réunies par un silence intime, et dont bon gré mal gré, Lila se sent la légataire. Et ce legs consiste à contrer la sentence d'Aragon, contenue dans le titre, qui dit que le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Il a fait ça dans un poème, mis en musique par Brassens, chanté par tout le monde, de Françoise Hardy à Barbara, « Il n'y a pas d'amour heureux ». Contrer Aragon en faisant parler les morts, tel est le défi double de votre roman. Défi hanté par l'amour dévorant et éternel de Louis pour sa femme, l'autre Elsa de cette affaire, l'écrivaine Elsa Triolet. Ah oui, quand on s'appelle Elsa, on ne peut pas faire semblant de ne pas porter le prénom de celle qui fut la plus aimée littérairement, en tout cas au XXe siècle. Un détail, pour ceux qui sont écrasés par cette fatalité contenue dans « Il n'y a pas d'amour heureux ». Le poème original d'Aragon, en 1943, s'achève avec des mots que Brassens n'avait pas retenus. Le poème s'achève par « Il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous les deux ». Voilà. Ouais. La fatalité paraît alors moins écrasante. Merci, bisous. Ah bah j'en ai la chair de poule. Merci. Juliette Arnaud. Merci Juliette. Le temps d'apprendre à vivre, paru chez Plomb donc. Oui. Roman un petit peu sacrilège alors. Ah bah oui, si. Ah là là. Bah, en fait, c'est comme l'histoire du mémoire. Quand on réfléchit pas avant de s'y mettre, une fois qu'on vous en parle, on se dit ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Elsa Boublil en notre compagnie. Abordons ce dernier sujet. Pour les films et les séries, nous avons Netflix. Pour la musique, nous avons Spotify, Deezer, iTunes. Des plateformes pour consommer de la culture en illimité. Il en existe aussi désormais pour les livres. Environ 9 € par mois et une bibliothèque numérique à portée de la main. Nous sommes dans l'ère de l'immatériel, ce qui est assez cohérent avec notre préoccupation pour l'écologie, notez. François, je te présente. Julie, une jeune fille qui adore les arbres.
François, un homme qui les détruit. Ah. Il est imprimeur. Ah. Éditeur. Ouais, bah c'est pareil. Tu bousilles des tas de forêts pour imprimer des bouquins débiles sur des conneries de Parisiens qui se la pètent. Hein. Un extrait du film Mon pire cauchemar. Voilà, breaking news. Oula. Par Jupiter, hashtag, il y a quelqu'un qui est très vigilant. Il y a eu une erreur énorme qui s'est glissée dans l'émission. Aïe. On a dit que Gilet Jaunet était du zouk. Merde. Ce serait de l'afro-trap. Oh là là. Voilà. Alors voilà, moi je voudrais pas qu'après on passe pour une émission où on traite pas les sujets à fond. Vous avez raison. Et Donc, quel est le tuto Anne Gier, vraiment, et tout de suite, elle a pas pu Sérieusement, supporter si de on l'avait l'entendre. diffusé sur France Musique, il n'y aurait pas eu d'erreur de ce genre. Voilà, je comprends. Non, mais je suis béotienne dans la matière. Et je l'admets volontiers. N'hésitez pas, hashtag pour Jupiter. Je crois qu'il existe une version Zouk, ce qui nous a un petit peu induit en erreur. Si jamais vous avez un truc à dire sur le poème d'Aragon qu'on n'aurait pas dit, surtout n'hésitez pas non plus. En revanche, c'est pas recevable dans 10 minutes. Hein. Non, je suis là, je t'appelle. Excusez-moi. Donc j'en reviens, mais je vous en prie. On revient au cours de programme. Donc c'est un article paru dans Le Monde daté d'aujourd'hui qui s'intitule Le lent démarrage du livre en streaming. Ouais. C'est-à-dire que voilà, c'est l'équivalent de Netflix ou de Spotify. Alors je vois Juliette et Elsa qui lèvent les yeux au ciel. Mais alors on a intégré dans notre quotidien aujourd'hui le fait de... Alors, est-ce que c'est lire ou consommer? On ne sait, dans ces cas-là, on ne sait pas. Des séries, de la musique. Est-ce que pour des livres, on passerait une barrière là aussi un peu sacrilège? Mais moi, je croyais qu'on ne lisait plus, donc j'écris, mais bon, voilà. Vous croyez que ça va marcher? Juliette, ça n'a jamais remplacé. On nous avait vendu que le livre numérique allait remplacer le livre. Ça ne se passe pas. Il y a des gens consomment du livre numérique, mais ça n'a pas grignoté sur la part des livres. Le disque en streaming, enfin, je sais pas comment on dit, enfin, la musique en streaming, ça existe, mais moi, je suis venue avec des vrais disques, on en consomme quand même. Le matériel, Là, il y a quand même plus de part de marché qui est passée sur le streaming. Non, mais musical. ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en littérature... Mais vous seriez, par exemple, il y a aussi le côté immédiateté, c'est-à-dire que si on n'a pas le livre tout de suite, bon, par exemple, là, j'ai très envie de lire un livre, il faut que je le commande, ça prend des jours. Et là, si j'ai l'accès à un clic, est-ce que vous seriez tenté? Est-ce que vous seriez tenté de, comme on consomme des séries de façon frénétique, que vous pourriez vous plonger à corps perdu là-dedans? Juliette, je sais pas, mais moi, j'adore aller en librairie, c'est ma passion. Puis on parle à libraire et tout, on discute, on prend les livres, on les. Mais c'est vrai qu'on a moins ça que le DVD. Ça, on a moins ça. Non, mais ça dépend quel genre de livre, à mon avis. Et puis, si c'est pour chercher un classique, la plupart des classiques, vous les trouvez sur Internet. Vous tapez, vous le trouvez la version PDF extrêmement facilement. Non, mais si c'est quelqu'un qui fait des recherches universitaires ou quoi, c'est peut-être plus. Et ultra démocratique quand il faut farfouiller. Si on farfouille. Oui, mais de toute façon, on trouve tellement de choses sur Internet déjà, donc oui, why not? Enfin, je pense pas que ça changera grand-chose au plaisir qu'ont les lecteurs à lire. Si ça peut encourager à lire. Croquer les pages. Chacun fait comme il lui plaît. 17h55 et 45 secondes sur France Inter, puisqu'on m'a demandé de la précision, Jordan. Elsa Coublil. Vous en avez de la chance de pouvoir faire un sketch avec nous en fin d'émission, Elsa. Évidemment, et pas n'importe quel rôle. Vous êtes chef de chorale. On s'est dit, voilà quelqu'un qui connaît la musique. J'adore, c'était mon rêve. Et ben voilà, vous allez le réaliser. Moi, c'est eux. Oui, c'est eux. Côté La République En Marche, ça dissonne un peu quand on parle de la loi anti-casseurs. Il y a les Aurore Berger, que sera Charline, qui sont pour. Il y a les l'orphelin qui sont contre, que sera Guillaume Meurice. Et puis il y en a qui ne savent pas pourquoi ils sont. Donc vous allez mettre tout ça au pas. On y va. Alors dites madame, la loi anti-casseurs, je dois être pour ou alors on est contre? Justement, Aurore, c'est l'objectif de la chorale, qu'on chante sur la même note. Ah ben vous savez, moi je suis capable de m'accorder avec tout le monde, de Macron à Fillon, j'ai toute la gamme. Donc l'idée, c'est qu'on soit là, c'est qu'on soit pour la loi. Bon moi en tout cas, moi je suis contre. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voter contre peut-être? Non, quand même pas, je vais m'abstenir. Très bien, c'est beau les convictions. Et Mathieu, tu le trouves comment mon mi bémol? Nul. Quand tu chantes, ça sonne encore plus fort que quand tu parles, c'est dire. De toute façon, je te parle pas gauchiste. Un peu de calme. Toi, Aurélien, tu es pour ou tu es contre? Moi, j'ai CrossFit à 18h, puis j'ai une interview sur BFM TV. Le reste, ça m'est complètement égal. Très bien. Allez, je vous écoute. La loi anti-casseurs, c'est vraiment très bien. On va voter pour, même si ça menace le droit de manifester. Non, on a dit pas d'improvisation. Désolé, ça m'a échappé. Non, mais c'est rien qu'un communiste, madame. Aurore, laisse ton camarade tranquille. Allez, on reprend. On commence avec toi, Aurore. La loi anti-casseurs, c'est vraiment très bien. On va voter pour parce que c'est très très vraiment parfait. Très tu bien. chantes pas très juste, mais parfait. Les autres, vous reprenez à l'unisson. La loi anti-casseurs, c'est
chichi. Aurélien. Oui, pardon. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans Unisson? Je voulais me démarquer, je suis un winner du Nouveau Monde et voilà. Je sens que ça va être compliqué. Allez, on s'y remet. Tous en chœur. La loi anti-casseurs, c'est vraiment très bien, on va la voter. Mathieu. Oui. Pourquoi tu ne chantes pas? Et parce que je me suis abstenu, madame. Madame, ils sont mauvais de la bouche comme Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'en peux plus. On va changer de chanson. Chouette. Pas une, celle-là, vous êtes d'accord. Vous êtes tous d'accord. Page 1. Macron, il est fort. Macron, il est beau. Très, très beau. Il est vraiment très sympa. Est-ce que là, Vous chantez bien. On chante bien. Super bien, Ouais, j'adore. On va monter une chorale. Dès qu'on a l'occasion de chanter dans cette émission, ouais. vraiment, chers auditeurs, si vous aimez mon petit mi bémol, n'hésitez pas à m'encourager. Charline et moi, nous allons sortir bientôt un disque avec la maîtrise de Radio France. Ah, génial. Mais vous serez encardé narrateur. en La 437, pas en 440. On est narrateur. C'est un album de zouk. Elsa Boublil, merci beaucoup d'être venue nous voir. Je rappelle Merci, le titre de votre roman, Le temps d'apprendre à vivre, paru chez Plomb. Et on vous retrouve bien sûr dimanche, comme tous les dimanches, sur France Musique, dans Musique et moi, de 11h à 12h30. Qui veut mon petit Offenbach? Vous savez quoi, je crois que Guillaume n'y a pas droit, il aussi pourquoi. Là, il va Merde, pas je avoir viens de Offenbach. Et puis, je l'inviterai pas dans Musique et moi non plus. Voilà. Votre enfant rame dans une matière? Nos conseillers Academia vous proposent une solution personnalisée. Retrouvez-nous sur academia.fr. Academia.